Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Questions d'actu. Le Morocco Growth and Jobs Report et le Morocco Country Private Sector Diagnostic Report, donc deux rapports publiés ce mardi 28 avril par la Banque mondiale, des rapports qui dressent une trajectoire ambitieuse pour l'économie marocaine. Le Maroc a la capacité de propulser son PIB 20% au-dessus de sa trajectoire actuelle et de créer d'ici 2035 jusqu'à 1,7 million d'emplois supplémentaires. Mais ce diagnostic est aussi celui d'un paradoxe. D'un côté, une résilience remarquable face aux crises et des infrastructures qui font la fierté du continent. De l'autre, une machine à créer de l'emploi qui tourne encore au ralenti. Autre constat, le secteur privé ne peut plus être un simple partenaire, il doit devenir le moteur indispensable de notre souveraineté économique. Comment faire du secteur privé le moteur de demain? Peut-on réellement tenir ce pari de 1,7 million d'emplois en moins de 10 ans? Comment briser les verrous qui entravent encore nos entrepreneurs et quels seront les champions de demain du textile bas carbone à l'énergie solaire? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui 3 économistes pour décrypter la situation économique du Royaume. À ma droite, d'abord, M. Zakaria Fierano, vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et puis à ma gauche, M. Mohamed Ben Chkroun, vous êtes chroniqueur et analyste en géoéconomie à Finance News Hebdo. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis M. Youssef Graoui Filali, vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors je commence avec vous, monsieur Ben Chkroun. Donc ce rapport, ces 2 rapports qui soulignent une résilience de l'économie marocaine face à de nombreuses crises, à de nombreux chocs extérieurs. Il y a les guerres, l'inflation, la sécheresse également. Que peut-on dire de cette résilience économique du Royaume du Maroc ? Bon, tout d'abord, il faut définir ce que c'est qu'une résilience. Elle peut porter plusieurs définitions. Si la résilience est le fait qu'un pays puisse se maintenir, consolider ses acquis face à un choc exogène, on peut dire que le Maroc rentre dans cette définition. Mais la résilience, d'un point de vue économique, c'est la capacité à maintenir ses objectifs de croissance, d'investissement, de création d'emplois, avec l'existence de guerres et de chocs qui peuvent provenir de l'extérieur. Parce que le cycle économique, jamais nous ne pourrons avoir un cycle ou un modèle économique globalisé sans perturbation, sans tension et sans conflit. Donc le défi du Maroc est de passer d'une résilience qui permet une stagnation à une résilience dans la capacité, malgré les perturbations qui viennent de l'étranger, à maintenir une croissance et une dynamisation de l'emploi. Et tel est un petit peu le grand challenge qu'essaye de mener le gouvernement marocain. Une croissance qui doit être durable, justement. Monsieur Graoui, on parle donc certaines projections, des chiffres, de gagner 20% de PIB supplémentaire d'ici les 10 prochaines années et de créer 1,7 million d'emplois. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Est-ce qu'ils sont d'abord réalisables? Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux? Quel est votre avis là-dessus? Tout d'abord, ce sont des chiffres qui restent réalisables. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Moi, je dirais que oui. Parce que si on prend depuis 2020, nous sommes passés par la crise sanitaire du Covid. Après, nous sommes rentrés dans une période de stagflation où il y avait un recul de la croissance, une inflation continue liée à la guerre russo-ukrainienne. Maintenant, le conflit américain vis-à-vis de l'Iran continue d'impacter les prix. Tout cela impacte la croissance, tout cela impacte et la demande extérieure et la demande intérieure, avec aussi une faible efficacité gouvernementale qui ne permet pas de générer des taux de croissance assez importants, de faire de l'investissement productif pour créer de l'emploi. Moi, je crois que si on était sur un appareil gouvernemental beaucoup plus efficace, qui générait de la croissance et qui nous permettait d'atteindre des taux assez importants, j'allais dire que nous pourrions faire beaucoup mieux. C'est vrai qu'on se dirige vers des élections pour un nouveau gouvernement.
Il faut qu'on voit la composition du nouveau appareil exécutif, des mesures qui seront mises en œuvre sur les 5 prochaines années pour pouvoir déjà se prononcer sur le rythme de croissance. Est-ce qu'on va rester sur un taux de croissance aux alentours de 4% qui dépend de la valeur ajoutée agricole du PIB non agricole, ou on va sortir des aléas climatiques, où on va beaucoup plus booster le PIB industriel, on va s'intéresser beaucoup plus à l'industrialisation du pays, à la création de postes d'emploi importants qui sont liés à l'investissement productif. Et moi, si on va être sur cette logique, moi je dirais qu'on va atteindre au moins un taux de croissance de 5 jusqu'à 6%. Par an, ce qui veut dire que réaliser 20% de plus à l'horizon 2035, on pourra même dépasser. Parce que si vous réalisez 4 à 5% par an, au bout de 5 ans, vous avez déjà atteint l'objectif. Et je crois que notre PIB à l'horizon 2035 serait de 40% de plus et non pas de 20%. La création de postes d'emploi va dépasser les 2 millions de postes. Mais quand on voit la situation actuelle des choses, on a prévu la création de 1 million de postes sur ce mandat gouvernemental qu'on n'a pas atteint malheureusement. Quand on voit la destruction des postes d'emploi, les taux de chômage très élevés dans la catégorie des femmes et des jeunes, on se dit que ces prévisions restent le minimum et qu'il s'agit d'estimations très prudentes. Et puis un paradoxe au niveau des projections par rapport à la réalité également sur le terrain. Monsieur Fierano, comment, selon vous, concrétiser ces projections sur le terrain ? Quelles seraient les mesures à mettre en œuvre ? Très bien. Bon, premièrement, on ne peut pas parler de prévision, de projection sans parler un peu des hypothèses et aussi des fondements qui ont mené à cette réalisation de ces projections. Il ne faut pas oublier que le dispositif analytique de la Banque mondiale, surtout aussi avec celui du FMI, il se base un peu sur la même démarche qui est élaborée par le World Economic Outlook. Ça veut dire que vous avez des projections sur le moyen et le long terme et qui permettent de dresser un peu une projection pour l'ensemble des pays. Ce n'est pas uniquement une projection qui est faite pour le Maroc. Maintenant, est-ce que ces chiffres sont réalisables ou pas réalisables? Là, il faut décortiquer un peu. Donc, si on parle sur le plan économique, on parle d'une prévision de 1,7 million, un taux de croissance de 20% de plus, je dirais, ou 20% de plus de PIB marocain, cela veut dire que vous parlez aux alentours d'un taux de croissance annuel qui ne dépasse pas les 3,5-3,8%. Maintenant, est-ce que ces taux de croissance, on les réalise? Mais effectivement, on les réalise surtout dans le PIB non agricole. Et c'est en deçà des attentes également? Non, ce n'est pas en deçà des attentes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la composition elle-même du PIB. Ça veut dire que le PIB au Maroc, il est très vulnérable par rapport au choc. Et surtout par rapport aux chocs qui viennent de deux natures. Que ce soit ce qui a été évoqué tout à l'heure par mon collègue en matière de résilience. Parce que lorsqu'on parle de résilience, on parle de capacité à absorber les chocs. Ça veut dire, est-ce que nous avons les différents matelas qui permettent un peu de rendre l'économie, je dirais, non vulnérable aux chocs externes. Maintenant, le Maroc, on est tous d'accord et il faut qu'on soit d'accord sur ça. Nous avons 3 chocs où le Maroc il est très vulnérable lorsqu'ils existent. Premièrement, un choc de productivité lié à l'agriculture. Et ça, on ne peut pas dire non. Vous avez un choc qui peut venir de tout ce qui se passe au niveau international, surtout par rapport aux matières premières, aux énergies et tout ce qui se passe, parce qu'on est intégré à un niveau qui dépasse les 65%. Et troisièmement, nous avons un choc qui vient de la productivité des facteurs. Nous avons des secteurs qui n'arrivent pas à avoir une productivité très élevée. Et donc, automatiquement, si on regarde ces différents éléments, la croissance de 3,5, 3,8, pour la Banque mondiale, c'est une moyenne que je dirais, si on arrive à la maintenir sur un horizon de 8 ans ou 10 ans, ça veut dire la prévision jusqu'à 2035, c'est une grande réalisation parce que nous sommes sujets à l'ALIA qui est liée à la pluviométrie. Maintenant, si on prend un peu les modèles macroéconomiques qui sont utilisés, que ce soit par la Banque mondiale ou même le FMI ou même la Banque centrale du Maroc ou les autres institutions, on va trouver que ce choc pluviométrique, ça veut dire un choc de productivité agricole, il va impacter l'équilibre macroéconomique aux alentours de 35 à 40% en termes de volatilité. Ce qui veut dire que oui, on peut réaliser ces chiffres-là, mais il faut qu'on maintienne une variable aléatoire qu'on ne connaît pas, c'est la pluviométrie. Et donc, moi, je dirais que la projection de 3,8 sur un horizon de 8 ans ou de 9 ans, si on le maintient, ça sera une très très bonne chose. Et tenant compte du PIB, je dirais, agricole qui reste un peu comme on le voit aujourd'hui avec des productions qui dépassent la moyenne ou aux alentours de la moyenne. Et pourtant, on parle d'un besoin de 7%, de 6 à 7% de croissance pour pouvoir réellement entrer dans une bonne dynamique de développement économique. Voilà, on rêvait d'avoir ces taux, on veut les avoir, on veut devenir un pays émergent. Pour avoir un PIB par habitant qui dépasse le niveau de 16 000 à 18 000 de dollars international. Ça,
on l'a transcrit noir sur blanc dans le nouveau modèle de développement. Mais maintenant, on est en train de parler réalisme, ce qui se passe maintenant sur le terrain. Maintenant, sur le terrain, arriver à des taux de 7%, 8%, ça méritera de changer le régime de croissance. Maintenant, ce qui me tracasse un peu, entre guillemets, dans ce rapport, c'est qu'on est en train de dire que le Maroc ne va pas changer, ne va pas avoir de transformation structurelle. Maintenant, la Banque mondiale, lorsqu'elle projette, elle considère que le Maroc n'aura pas de changement structurel. Ça veut dire que les secteurs vont être maintenus avec leur dynamique actuelle. Nous allons continuer à avoir 13% d'agriculture, nous allons continuer à avoir 28% d'industrialisation, et nous allons continuer avec un secteur qui est le leader, c'est le secteur des services, avec 52%. Et donc, il n'y aura pas de changement structurel. Par contre, ce qu'on voulait dans le nouveau modèle de développement, ce qu'on voulait dans la trajectoire qu'on voulait comme le Maroc comme un pays émergent, c'est de changer structurellement l'économie. Ça veut dire que ça doit être une économie qui à 40% vient de l'industrie et les autres secteurs s'accaparent les 60%. Mais aujourd'hui, le rapport ne décrit pas ça. Encore plus important, c'est que le rapport, il parle de l'emploi. Maintenant, les 1,7 million à 2035, moi je crois que c'est aux alentours de 160 000 à 180 000 emplois par an. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, si on maintient le cap sur le secteur agricole qui emploie plus de 40%. Et si on tient compte de fait, parce que là, il faut vraiment décortiquer les chiffres, on parle d'employabilité, mais on oublie que le Maroc aujourd'hui, il est en train de vivre une régression de la population active. On est passé de 51% à 48%. Et c'est alarmant. Ça veut dire que les gens qui rentrent sur le marché du travail ou qui sont en chômage et en recherche de travail, ils sont en train de régresser. Et cela, ça permet de montrer de façon directe qu'il y a un déphasage entre l'offre et la demande dans le marché du travail. Et là, c'est très alarmant et c'est indiqué par le rapport. Et donc, globalement, les chiffres, est-ce qu'ils sont réalisables? Je dirais ça dépendra des aléas et ça dépendra des chocs. Et surtout, le choc le plus important pour le Maroc, c'est le choc lié au PIB agricole. Ça veut dire la pluviométrie qui draine globalement la volatilité de la croissance. On reviendra sur cette transformation structurelle de l'économie. On continue avec vous, M. Benchkroun. Justement, quel levier, quelle politique publique pour cette transformation dont parle aujourd'hui M. Firano, qui pourrait être non seulement structurelle, mais aussi pérenne? Alors, depuis toujours, la Banque Al Maghreb et les institutions publiques ont mené toujours des politiques d'orthodoxie bancaire dans une priorisation de maintenir la stabilité macroéconomique. Mais le coût de cette orientation politico-économique, c'est la faible dynamisation de l'investissement et de la création d'emplois. Nous sommes à un momentum. En vue de l'hyperinvestissement qui est opéré dans les infrastructures, à l'horizon 2030, et aussi, il faut dire que la population active s'est multipliée par 2,5. Nous sommes dans une urgence de création d'emplois. Donc il faut que le taux directeur puisse diminuer. Il faut qu'il y ait des capacités de financement beaucoup plus élargies afin que le tissu des TPME puisse avoir effectivement de l'investissement et du financement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. L'autre point, c'est comment passer d'un secteur primaire qui demeure important, qui demeure prioritaire dans la création de la richesse et de passer d'un secteur agricole à l'agroalimentaire. Et tous les pays émergents ont pu effectivement assurer cette transformation. Et le meilleur des exemples, c'est la Turquie. Nous disposons un petit peu des mêmes contraintes et des mêmes opportunités. Nous sommes ces deux pays souffrent de sécheresse. Nous avons des intrants agricoles importants, mais nous ne pouvons plus qu'exporter que des agrumes et de la tomate. Il faut qu'il y ait de la transformation. Et donc il faut que le secteur secondaire puisse s'élargir et devenir important. Et ce passage-là exige effectivement une dynamisation du secteur privé, des subventions beaucoup plus importantes, un encouragement à la prise d'initiative. Et je pense que les contraintes qui étaient indiquées dans le rapport, ce sont des contraintes qui sont connues de tous. Nous avons aussi, malheureusement, le secteur privé souffre d'une lourdeur administrative. Nous avons aussi donc des difficultés liées à l'accès au financement, un souci lié à la digitalisation. Nous avons aussi d'autres soucis qui sont liés effectivement à la capacité du secteur privé de créer de l'emploi et donc de la formation des dirigeants. Donc c'est une panoplie de mesures qui doivent être prises en compte pour qu'on puisse passer d'un secteur privé
qui ne représente qu'un tiers de l'investissement global à 2 tiers. Tel est l'objectif. Donc nous avons encore un secteur privé qui est fragilisé. Le tissu des TPME a du mal à exporter, a du mal à s'émanciper, a du mal à passer à une échelle beaucoup plus importante. Donc, et ça aussi, il faut parler de l'informel, malheureusement, malgré les efforts liés à la généralisation de l'AMO, au statut auto-entrepreneur. Mais il y a encore des efforts. Je pense que l'exécutif marocain prend des mesures. Le souci est dans l'opérationnalisation de ces mesures. Et je pense qu'il faut plus de courage, plus d'initiatives pour booster un petit peu le secteur privé, pour qu'il sorte un petit peu de sa zone de confort. Il y a beaucoup de secteurs qui maintiennent des monopoles et qui sont inacceptables, inadmissibles au vu des opportunités et au vu effectivement des défis que le Maroc envisage de relever. Et donc c'est une panoplie de mesures que nous devons prendre, multidimensionnelles, pour arriver à bout. Il y a aussi des secteurs qui ont un potentiel inexploité. Donc, pour conclure un petit peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, Monsieur Filano, vous avez parlé de changer de rythme de croissance, de transformation structurelle de l'économie nécessaire pour qu'il y ait réellement une évolution d'une incertitude économique qui va continuer à peser sur notre économie au vu de la situation géopolitique internationale. Donc, des projections, Monsieur Garaoui, qui finalement ne sont pas tellement en accord avec les orientations, ou plutôt les ambitions du nouveau modèle de développement. Donc, comment expliquer un petit peu ce paradoxe sur le terrain, cette résilience pour le moment face à certaines crises et certains chocs, mais on n'arrive toujours pas à créer de l'emploi, une industrie qui doit être plus résiliente. Comment expliquer un petit peu tout cela? Moi, sincèrement, ce qui m'inquiète dans ces rapports, c'est qu'on est malheureusement sur une reconduction d'un système économique qui est là juste pour faire de la résilience et pour faire face à des chocs. Nous ne sommes pas devant un changement de paradigme où on parle d'un nouveau modèle économique qui s'inspire du modèle de développement, qui prend en considération l'agenda 2030 du Maroc, qui prend en considération les grands chantiers structurants et tous les chantiers royaux qui ont été menés pendant plus d'une décennie pour bien évidemment équiper le Maroc en infrastructure. Donc nous n'avons pas capitalisé sur tous ces atouts pour travailler un modèle économique avec le prochain gouvernement, bien évidemment, et pour aller vers des taux de croissance qui sont plus intéressants. Parce que quand on reste sur la même méthode de fonctionnement et que vous avez 12% de croissance qui se fait au niveau de la valeur ajoutée agricole, 5% de valeur ajoutée de croissance qui se fait au niveau du secteur industriel. vous avez dans les hypothèses d'élaboration de la loi de finances, comme l'a évoqué mon cher collègue Zakaria, vous avez les 175 millions de quintaux qui sont prévus chaque année, qui dépendent des aléas climatiques et des précipitations. Donc on est en quelque sorte sur un cercle que je considère, moi, personnellement, en tant qu'économiste, un cercle vicieux. C'est que chaque année, on cherche à réaliser entre 3 et 3,5% de pourcentage de croissance qui sont liés à la pluviométrie, qui sont liés à l'activité agricole, par conséquent au PIB agricole et non pas aux activités non agricoles, notamment l'industrie, les services, le tourisme, la digitalisation, etc. Donc c'est ça le vrai problème. Le modèle marocain économique actuellement, est-ce qu'il est à bout de souffle? Alors, pour moi, actuellement, on n'a pas de modèle économique. Nous sommes un système économique qui fonctionne et qui est en train d'absorber des chocs et qui dépend malheureusement d'hypothèses macroéconomiques classiques qui existent dans une loi de finances qui est reprise depuis plus de 25 ans et qu'on a 5 ou 6 gouvernements qui travaillent avec malheureusement la même méthode. Oui, il y a des projets structurants, on parle de plan d'accélération industrielle, de Maroc vert, mais le manque de mécanismes d'évaluation, de suivi, d'action corrective par rapport à tout ce qui a été mené dans le secteur de l'agriculture, dans l'industrie, dans la digitalisation elle-même, j'y arriverai. Donc même dans l'économie numérique, malheureusement, beaucoup de défaillances aujourd'hui qui n'ont pas permis de hausser la compétitivité de nos entreprises marocaines et par conséquent, non seulement de les industrialiser, mais de les rendre des entreprises compétitives, des entreprises aujourd'hui industrialisées qui sont capables de produire, de vendre à un marché national malheureusement qui est en quelque sorte accaparé par les champions nationaux. Vous avez uniquement les grandes et les moyennes entreprises qui fonctionnent et qui
se passent entre elles-mêmes les commandes, que ce soit des bons de commande ou des marchés publics. Et malheureusement, on a un tissu entrepreneurial marocain qui représente 95%, mais c'est le maillon faible de la chaîne. Il se livre à lui-même, il est marginalisé, il n'est pas intégré réellement dans le circuit économique et par conséquent n'a pas cette professionnalisation, cette compétitivité aussi pour faire de l'export et pour travailler à l'international. Et donc malheureusement, on est sur une économie de rente, il faut qu'on le dise clairement. Dans cette économie de rente, vous avez des grandes moyennes entreprises qui fonctionnent, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui paient l'essentiel des impôts. Et cela ne permet pas de faire émerger une nouvelle génération d'entreprises porteurs de projets, gisements de productivité et notamment qui va créer les problématiques de l'emploi. Si vous me permettez, c'est extrêmement important de le mentionner. Les investissements qui se font aujourd'hui dans le secteur industriel, c'est des investissements que j'appelle moi personnellement des investissements en infrastructure industrielle. Cela signifie quoi? Ça permet de gagner peut-être en volume, pour faire les 5% de croissance en termes de valeur industrielle, mais ça ne crée pas des postes d'emploi. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises, les moyennes entreprises, quand elles investissent pour hausser la production, mais pour faire les économies d'échelle, pour maîtriser les coûts. Donc ça ne crée pas des postes d'emploi. Et par conséquent, quand vous avez une start-up qui fonctionne et se fait accompagner, elle a du financement, les 2 personnes peuvent devenir 5, 10, 20 personnes, et par conséquent, on a un ordre de grandeur qui permet de créer de l'emploi, de faire employer la jeunesse marocaine. Parce que le paradoxe, c'est quoi? C'est que même si on fait de la croissance, vous avez 36% de taux de chômage dans la catégorie des jeunes. Si on retient les méthodes actuelles du Haut Commissariat au Plan, donc n'en parlons pas, c'est un autre sujet, on peut en faire toute une émission là-dessus. Si on retient les 20% aussi avancés dans le secteur, pour la catégorie féminine, c'est taux très élevé. C'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence d'un système économique malheureusement, qui exclut le tissu entrepreneurial marocain, qui ne permet pas aux start-up d'émerger et qui fait fonctionner les mastodontes, les grandes entreprises, en ayant du financement, en ayant l'accès au marché, avec une certaine, je dirais même, ils s'accaparent certains secteurs parce qu'on a beaucoup de monopoles qui ne permettent pas au tissu entrepreneurial marocain, notamment les TPME, d'y accéder. Et donc, toujours, on est malheureusement sur ce cercle vicieux et non pas vertueux qui permet de faire 3,5 de croissance liée au PIB agricole qui ne permet pas de faire émerger une nouvelle génération d'entreprises industrielles et par conséquent, la valeur ajoutée industrielle, elle reste toujours limitée sur le cap de 5-6%. Dans ce système, on n'est pas sur un modèle économique et si vous voulez, dans cette architecture économique actuelle, on ne pourra pas émerger ou dépasser même les chiffres dans ce rapport parce que ce rapport, il s'est basé, comme l'a mentionné Cizekli, sur une réalité de terrain qui dit que c'est le meilleur qu'on peut faire dans un système économique actuel. En tout cas, une analyse... Par conséquent, ce qu'il va falloir faire, parce que c'est bien d'analyser, de critiquer, mais aussi d'être force de proposition. On reviendra sur les propositions c'est ça le plus tard. important. En tout cas, une analyse très réaliste par rapport à la situation actuelle. Vous avez parlé d'une économie de rente, du tissu des TPME qui est très fragilisé aujourd'hui. Monsieur Fiorano, justement, dans ce contexte, et puis selon ces rapports, on a ce secteur privé qui est finalement la bouée de secours attendue pour pouvoir justement changer cette dynamique existante. On parle d'un secteur public qui a atteint ses limites. Monsieur Graoui parle d'un secteur privé qui n'est peut-être pas suffisamment mature. Alors aujourd'hui, quelle est votre analyse, vous, de la situation par rapport à ce secteur privé? Peut-il faire la différence aujourd'hui? Est-il suffisamment mature? Peut-il répondre aux ambitions du nouveau modèle de développement? Très bien. Beaucoup d'encre a coulé en matière d'analyse du secteur privé au Maroc. Mais il faut vraiment éclaircir quelques éléments. Certainement, l'État est le plus grand investisseur. Nous sommes aux alentours de 380 milliards d'investissements dans la dernière mouture de la loi de finances. Et là, il faut décortiquer. Parce que lorsqu'on parle de l'investissement de l'État, de quoi on parle réellement? On parle réellement de l'investissement des établissements publics, mais on oublie que les entreprises publiques sont incluses dans ce montant d'investissement. Vous savez que 180 milliards de dirhams, c'est des investissements qui sont faits par les grandes entreprises publiques. Et là, je parle de qui? Je parle de plusieurs entreprises qu'on connaît tous. Ça veut dire les grandes mastodontes dans l'économie réellement. Et les 100 entreprises qui payent la majorité de la fiscalité au Maroc. Et donc là, l'investissement, il est fait par des entreprises. Certainement, dans l'actionnariat, c'est un actionnariat public,
mais c'est des entreprises qui opèrent dans le secteur privé. Et donc, réellement, cet investissement qui n'est pas productif en matière d'emploi, ça vient d'entreprises. Alors, c'est quoi le problème réellement? C'est que, là, il faut le dire, et ça a été dit dans ce rapport, et c'était dit, on l'a dit plusieurs fois, mais lorsque c'est écrit par la Banque mondiale, on l'écoute mieux. C'est qu'on a dit que la productivité au niveau des grandes entreprises qui investissent plus que le 1/3 de l'investissement public, la productivité elle est plus faible que le secteur privé. Ça veut dire qu'il n'est pas géré par l'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les grandes mastodontes au Maroc, qui investissent beaucoup, et qu'on connaît tous, et qui sont aujourd'hui gérées par l'agence qui va gérer les participations de l'État. Ces entreprises-là n'arrivent pas à avoir une productivité aussi élevée que les entreprises qui sont dans le secteur privé. Mais est-ce que c'est comme l'a dit M. Graoui? Je finis parce que l'idée n'est pas encore claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on donne cet investissement à ces entreprises, à cause de la faible productivité, ils n'arrivent pas à créer de l'emploi. Mais tout simplement. Est-ce que c'est parce qu'ils investissent en infrastructure et pas Non, c'est pas ça. C'est très simple. Humain. C'est qu'une entreprise se développe et crée de l'emploi pour deux raisons. Soit elle va créer de l'emploi parce qu'elle va grandir et elle a besoin de l'emploi, soit elle va user de ce qu'on appelle son pouvoir de marché. Et donc la logique aujourd'hui au Maroc, c'est que ces grandes entreprises qui investissent beaucoup et qui constituent le 1/3 de l'investissement public, ils n'arrivent pas à créer de l'emploi parce qu'ils usent de leur monopole sur le marché. Ils n'ont pas besoin d'avoir de la concurrence. Ils ont leur position, ils arrivent à gérer année par année leur activité, ils génèrent leurs résultats normalement, et après, il n'y a aucune stratégie qui vise à rendre cet investissement de 180 milliards de dirhams comme étant pour avoir des retombées en termes d'employabilité. Le paradoxe, c'est que dans le secteur privé, ça veut dire les entreprises qui n'appartiennent pas à l'État, ça veut dire là où il n'y a pas l'actionnariat de l'État, nous avons des entreprises qui font le mieux pour arriver à une productivité plus élevée. Pourquoi? Pour grandir et devenir des moyennes entreprises, et pourquoi pas arriver aux grandes s'il n'y a pas les barrières à l'entrée et les barrières concurrentielles, chose qu'on a toujours aujourd'hui. Alors, et là, ça ne se répercute pas uniquement en termes de productivité sur le secteur privé, ça se répercute aussi, entre guillemets, comme un effet d'éviction. Pourquoi? Parce que ces grandes entreprises, lorsqu'ils veulent investir, ils investissent avec l'argent de l'État, mais également avec le secteur bancaire. Regardez aujourd'hui les bilans de ces entreprises, ils sont connus, vous allez trouver que l'endettement au niveau du secteur bancaire, il est très élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ont une accessibilité plus forte pour le système bancaire, ce qui leur permet de bénéficier d'un financement avec des coûts qui sont très faibles, avec des avantages et moins de garanties, et ça empêche le secteur privé d'accéder au financement. Comment sortir de ce n'est pas un effet d'éviction, pour ne pas me critiquer, parce que ce n'est pas l'État, mais c'est un effet d'éviction déguisé. Ça veut dire qu'il y a, je dirais, d'autres acteurs qui rentrent avec les banques et qui bénéficient des avantages qu'on devrait donner à qui? Au secteur privé. Encore plus, c'est que ces entreprises, même sur le marché des capitaux, ça veut dire qu'il y en a parmi elles qui peuvent aller dans le marché obligataire et émettre des obligations. Et ils arrivent à avoir des financements sur le marché obligataire à travers quoi? À travers l'épargne publique. Et donc ça empêche aussi le secteur privé d'avoir des financements de la part de l'épargne publique. Et donc si on veut résoudre le problème, et ça a été dit dans le rapport, on l'a dit plusieurs fois, et moi je l'ai lu et j'ai dit, bon, ils ont eu le courage. Ça veut dire aujourd'hui, si on veut avoir une solution par rapport à cette dichotomie ou cette séparation privée-publique, premièrement, il y a plusieurs actions à faire. Premièrement, il faut vraiment ouvrir la discussion sur les entreprises publiques, sur leur productivité, sur leur performance, sur ce qui se passe à l'intérieur de ces entreprises publiques. Et pourquoi, avec tant d'investissements, tant d'accès au financement, on n'arrive pas à créer de l'emploi? 1. 2. Il faut qu'on arrête d'avoir cet effet d'éviction entre les entreprises publiques qui sont très grandes, où il y a l'État, et le secteur privé. Et donc, si on veut arrêter ce problème-là, il faut qu'on ouvre un débat de plafonnement des financements dans le secteur financier des entreprises publiques. Attention, j'ai le courage de le dire, il n'y a pas de problème pour moi. Troisième élément fondamental, troisième élément fondamental sur le plan économique, il faut qu'on ouvre le débat aussi sur ces entreprises publiques, qu'est-ce qu'ils font dans l'économie? Ils sont dans tous les secteurs. Et là, si vous voulez créer vraiment de la concurrence et avoir un secteur privé qui travaille, il faut ouvrir la concurrence et enlever les barrières à l'entrée et à la sortie. Et pourquoi pas avoir un marché contestable? Bien sûr.
Monsieur Goraoui, vous êtes la meilleure personne pour rebondir sur ce sujet, parce que je sais que c'est votre spécialité. Il avait beaucoup de choses à cœur à dire à chaud, je le comprends parfaitement. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, on commence à sortir de ce cercle vicieux déjà pour aller vers les solutions. Voilà, pour un petit peu voir la trajectoire cible. Tout à fait. Alors, moi, j'ai fait le secteur public pendant 8 ans. J'ai travaillé quand on mettait en place ce qu'on appelle la LOLF, projet de loi de finances, loi organique, etc. Et effectivement, on a mis ça à table. On parlait de performance des entreprises et établissements publics. On s'est dit qu'est-ce qu'on allait mettre en place. On allait mettre en place des indicateurs de suivi de performance, etc. J'avais fait la remarque que ça n'allait pas marcher parce qu'il faut changer de modèle de fonctionnement de ces entreprises. Ça ne suffit pas de leur donner des budgets pour qu'elles investissent et de venir à la fin de l'année pour leur dire donnez-nous le rapport de performance et donnez-nous les indicateurs. Ce n'est pas comme ça qu'il va falloir faire fonctionner des entreprises publiques avec un état d'esprit du privé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Gouvernance des entreprises publiques. Oui, mais on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça parce que, comme l'a expliqué Cissé Keria, je sais ça très bien, c'est des entreprises qui ont le monopole et que vous avez pour plusieurs secteurs, le client, il a affaire à la même entreprise. Donc, il n'y a même pas cette question de qualité ou de portefeuille client. Vous avez affaire au même fournisseur, vous êtes obligé d'acheter du même fournisseur. Donc, c'est ses clients à lui. Donc, tant qu'on est dans cet esprit de monopole, la performance n'existe pas, il n'y a pas d'investissement productif, le gaspillage existe, le chiffre d'affaires est généré par rente, parce que l'activité, c'est une activité de monopole. Donc, mettre en place des indicateurs de performance ou des rapports d'exécution ne suffira pas. Ce qu'il va falloir mettre en place, pour un petit peu donner, et ça c'est important, c'est le changement de mode de fonctionnement. Je vous donne un exemple très concret. Maintenant, on parle de nous, bien sûr, juste pour expliquer, pour avoir aussi mon temps de parole. Quand on a parlé de nouvelles approches en matière régionale, le nouveau projet royal, on a parlé de sociétés de capitaux. C'est des sociétés anonymes qui vont fonctionner. Pourquoi on a voulu transformer les agences régionales en sociétés? C'est pour qu'elles fonctionnent avec l'esprit du privé, avec les mécanismes du privé, avec un commissaire aux comptes, avec un audit annuel, avec des bilans, avec une comptabilité partie double. Donc on pousse pour sortir de la comptabilité budgétaire, de la loi de finances, de les considérer des entreprises publiques, et on va les considérer des entreprises privées qui doivent gérer leur propre budget et qu'ils doivent faire du chiffre d'affaires, dégager un résultat d'exercice et fonctionner à travers une entreprise qui a des charges, un résultat d'exploitation. Ça c'est important parce que quand vous avez le libre accès aux capitaux, vous allez vous rendre au marché obligataire, vous allez avoir une rallonge budgétaire. Qu'est-ce que vous dites? Je suis sur un marché de monopole. J'ai des clients garantis. J'ai un financement bancaire qui est garanti. J'ai des rallonges budgétaires étatiques qui sont garanties. Pourquoi je serai performant? Tant que vous allez devenir une entreprise privée, je m'excuse pour le terme, vous allez vous démerder. Ça veut dire quoi? Vous devez réaliser du chiffre d'affaires, vous devez performer, faire un résultat net, gérer vos propres financements. Et par conséquent, vous êtes responsable du fonds de roulement. Parce que vous êtes une société anonyme. Et pas que ça, parce que ce n'est pas suffisant. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai pris la parole, l'ouverture des marchés. Parce que si on ouvre les secteurs monopolisés, et si par exemple dans le secteur du transport, on a d'autres opérateurs qui vont opérer, au lieu qu'on a un seul opérateur, on a 3 ou 4 opérateurs, Là, ça va être autre chose, parce que plus il y a de la concurrence, plus il y a de la compétitivité, et chaque fournisseur va chercher à hausser la qualité, et donc la concurrence, elle va créer un marché propice qui permet de faire émerger les idées, qui permet de faire de l'innovation, qui permet de générer du chiffre d'affaires, qui permet d'innover. Et tant qu'on n'a pas cette dynamique dans des marchés qui sont monopolisés vers des entreprises mastodontes, on est pour moi dans un système économique défaillant, défectueux, qui permet juste de consommer les ressources et non pas d'en créer les ressources. Parce que quand on crée les ressources, quand on fait de l'investissement productif, c'est là où on va créer de l'emploi. Parce qu'on va innover, on va créer des secteurs, on va créer des segments de produits et on va changer de paradigme. Oui, pour conclure un petit peu ce que vous dites, pour que ce soit vous ou M. Ferrano, les investissements publics, selon vous, sont en train d'absorber un petit peu le secteur privé et font qu'il y a cette, on va dire, concurrence déloyale et cette fragilité du secteur privé qui pourrait, lui, par contre, porter l'économie marocaine. Monsieur Benchkroun, je reviens à vous. Je vous laisse l'occasion d'abord de réagir par rapport au sujet et ensuite on va se concentrer sur les secteurs clés de l'économie qui ont été mentionnés dans ce rapport. Bien sûr. Oui, alors pour compléter les propos tenus par mes collègues, nous sommes un modèle libéral avec un capitalisme d'État. C'est-à-dire que l'économie marocaine est tenue par effectivement des grandes entreprises dont le capital est étatique. Cette idée-là, d'ailleurs, ça complète un
un chiffre qui a été mentionné dans le rapport et qui est très parlant. Le rapport mentionne que 40% du tissu industriel est sous une pression concurrentielle limitée. Et donc, cette situation-là ne pousse pas à une dynamisation, ne pousse pas à l'innovation, car le concept même du libéralisme économique est de pousser l'offre à la concurrence qui l'amènerait à sortir dans une zone de confort, à pouvoir investir dans la recherche et développement, à pouvoir investir à créer de l'emploi et aussi à trouver d'autres débouchés de développement. Donc la concurrence saine, avec effectivement un régulateur de l'État qui veille à la concurrence de façon équitable, pousse les entreprises à à rivaliser, et cela dans le bienfait de la création d'emplois, dans la hausse qualitative des produits, dans l'investissement dans la recherche et développement, et de trouver d'autres débouchés. Maintenant, le problème, c'est que nous avons des secteurs qui sont importants et qui sont toujours dans une logique de rente et de monopole, et ça a été rappelé par ce rapport-là. Donc il faut éliminer les barrières d'entrée pour pouvoir espérer un jour que la part de l'investissement privé soit importante, à l'instar des pays émergents qui sont pour nous des modèles, l'Indonésie, la Turquie et d'autres pays aussi, Singapour, etc. Maintenant, pour revenir par rapport à votre question liée aux opportunités d'investissement des pays privés. Alors le rapport a mis en avant… Du secteur privé, oui. Oui, donc le rapport a mis en avant quatre secteurs. C'est ça, j'allais y venir. Oui. Donc, il y a des secteurs quand même qui ont un potentiel et qui pourraient tirer un petit peu cette économie. Oui. Donc on parle du textile bas carbone, du solaire décarbonisé, on parle de l'huile d'argan, des cosmétiques naturels ainsi que de l'aquaculture marine comme donc des leviers de développement économique. Quel est le potentiel aujourd'hui inexploité de ces secteurs? On parle d'un investissement de 7 milliards de dollars. Le rapport indique que si l'État, que si les opérateurs économiques émettent des efforts d'investissement dans ces secteurs, il y a une estimation d'investissement à hauteur de 7,4 milliards de dollars entre 5 à 10 ans. Maintenant, le premier secteur, c'est la production solaire décentralisée. Alors là, c'est ça un petit peu le cheval de bataille de l'économie marocaine. On sait que l'une des causes de notre manque de productivité, c'est la question de l'énergie. 90% de notre énergie, elle est importée, elle est très chère. Nous importons du pétrole raffiné sous forme de gasoil et d'essence, et cela impacte malheureusement notre productivité. Donc cette transition énergétique que nous sommes en train de mener, où les efforts de l'État sont assez conséquents, n'ont pas encore porté leurs fruits d'un point de vue de la compétitivité. Et donc l'idée est d'investir en volume pour pouvoir gagner en économie d'échelle et pourquoi pas espérer que la consommation de l'énergie, de l'électricité, soit beaucoup plus compétitive. Le deuxième secteur, c'est le textile bas carbone. Alors pourquoi bas carbone? Parce que comme nous sommes devenus une plateforme d'investissement et d'export vers nos partenaires européens, pour effectivement être alignés à une réglementation européenne qui soit écologique. Le troisième, c'est l'aquaculture marine. Et le cinquième, c'est la cosmétique à base d'argan. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Nous avons un monopole naturel qui est l'huile d'argan, mais nous n'avons pas d'industrie. Alors que la demande, elle est juste gigantesque. Nous avons juste, on prend le cas de l'Asie de l'Est, les Coréens, les Chinois, les Japonais sont friands de ce type de produits cosmétiques à base d'argan. Mais nous n'avons pas de levier d'industrialisation. Nous sommes encore dans une forme archaïque de consortiums et de conglomérats dont des femmes collectent l'huile et le vendent à un prix très bas. Et ça questionne sur le modèle économique. Pourquoi ces opportunités ne sont pas prises en compte et ne sont pas encouragées par l'État? En tout cas, le rapport pointe du doigt une stagnation de la productivité, puisque vous en parlez. Est-ce que c'est un problème de formation du capital humain ou un manque d'innovation technologique ou les deux à la fois, tout en intégrant l'investissement, évidemment? Le rapport indique que
que l'État a déployé des efforts en termes d'infrastructure et dans le capital humain. Alors, dans le capital humain, il y a plusieurs idées à intégrer. Est-ce qu'on parle d'un capital humain de C-level, c'est-à-dire des managers qui sont prêts à prendre des mesures stratégiques au sein des entreprises dans le but d'avoir de l'ingéniosité, ou on parle des middle managers ou bien des techniciens? Je pense qu'au Maroc, on ne peut résoudre la question de l'innovation que si on démocratise notre économie, qu'on la libéralise et qu'on mette fin aux barrières d'entrée et qu'on mette fin au monopole. L'être humain ne travaille que sous la pression. Tant qu'on est dans une situation de confort, personne ne prendra de mesures d'innover ou de mesures pour former et pour aller dans une forme pour être dans une logique de compétitivité. Donc la logique de la gouvernance, de passer dans une logique de gouvernance stagnante à une logique de gouvernance basée sur la rentabilité et la productivité, exige un conditionnement clair qui est la libéralisation du marché. Voilà. Et aussi, il faut que les marchés publics, et d'ailleurs le Conseil économique, social et environnemental a mis en relief l'idée qu'il faut que les marchés publics soient plus adaptés au tissu des TPME et non plus qu'aux grandes entreprises publiques. Monsieur Garaoui, un dernier mot sur la productivité avant de conclure avec Monsieur Ferrano. Ouais, d'abord, comme je porte la casquette de manager dans le secteur de l'industrie, on ne peut pas parler de productivité si on ne va pas qualifier les ressources humaines. Concrètement, c'est quoi? C'est de former les gens sur des secteurs industriels d'avenir. Oui, vous avez parlé du textile non polluant qui utilise des énergies renouvelables. Il y a aussi les pièces de rechange, la partie aéronautique. Tout cela demande qu'il faut qu'il y ait une certaine dynamique de formation cadre qui devrait être portée par les industriels privés, avec l'État, avec les institutions de la formation professionnelle pour former les gens. Parce qu'actuellement, le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'on lance des projets d'investissement structurants dans des zones offshore, dans des zones d'accélération industrielle, mais la qualification des ressources humaines manque à l'appel. Ça veut dire quoi? Réellement, aujourd'hui, on a un problème qualitatif et non pas quantitatif. Il y a des gens qui cherchent du travail, vous n'avez pas des gens qui sont qualifiés. Et vous êtes obligé de le faire former à l'étranger pour une période de 6 à 8 mois, une formation technique professionnelle de mise à niveau pour qu'ils puissent produire dans les usines industrielles et pour qu'ils s'accaparent les techniques de la Smart Factory et de l'industrie X.0. Et c'est une perte de temps pour les industriels parce que tout simplement aujourd'hui, dans le cadre d'une digitalisation et d'une cyber physical systems qui suppose que vous avez des humains qui fonctionnent avec de la robotique et qui produisent avec de l'économie numérique, ça suppose que ces gens doivent suivre des formations techniques très poussées. Nous n'avons pas des institutions de formation ici au Maroc capables de le faire. Donc, une offre qui est inadaptée par rapport aux besoins du marché. Et un manque d'anticipation. Ça veut dire quoi? Un investisseur, il vient, il signe la convention d'investissement, il faut agir en aval, c'est-à-dire faire des conventions de formation, proposer des formations techniques pointues pour former les gens qui vont faire fonctionner ces usines et ces parcs industriels dans 6-8 mois à l'avenir. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'investisseur, il vient, il a des problématiques liées au foncier, il est sur des procédures administratives, il perd du temps. Plus on perd du temps, on perd des pourcentages de croissance, on perd du PIB, on ne crée pas de l'emploi et vous avez chaque année 400 000 nouvelles personnes, c'est des demandeurs d'emploi et les sorties fraîchement diplômés d'école et aussi les gens qui sont habilités à travailler. Donc tant qu'on n'agit pas sur la qualification, la formation technique de ressources humaines, on ne peut pas qualifier, préparer les gens parce que vous avez des gens qui sont sur le marché de travail qui ne trouvent pas du travail, vous avez des multinationales, des industriels aussi qui sont très exigeants, c'est normal, j'ai investi. Il faut que je cherche le retour sur investissement, donc je dois chercher les meilleurs profils. Et faites attention, je ne parle que de la catégorie ouvrière. Je ne suis pas encore arrivé aux catégories manager, cadre supérieur, parce que moi-même, quand je veux recruter un profil, je passe 10, 20 entretiens pour trouver une personne qui est capable de répondre à des questions techniques très simples, basiques, sorties d'université. Donc, nos problèmes qu'on a aujourd'hui en termes de qualification de ressources humaines est un problème qualitatif. Il faut revoir les programmes universitaires, former les gens, les préparer au marché de travail, c'est important. Certes, je comprends, sortie d'école, vous n'avez pas une première expérience, il faut qu'il y ait aussi des triple P qui vont permettre à ces gens d'accéder. Moi, je défends toujours les jeunes dans ce sens. Mais il faut avoir une formation de base, que vous êtes capable de montrer que sur un métier déterminé, finance, juridique, contrôle, gestion, audit, vous êtes capable de répondre à des questions basiques qui vont faire retenir votre candidature. Côté formation. Côté investissement, là, il y a beaucoup de choses à dire parce que l'investisseur, il faut l'accompagner pour avoir les autorisations nécessaires, pour qu'il puisse avoir son agrément d'exploitation. Déjà, quand on trace
des zones d'accélération industrielle, il faut agir sur les infrastructures. Le Maroc, il a réalisé des avancées très importantes en infrastructure, mais quand vous avez un industriel ou un groupement d'entreprises qui veulent s'installer dans une zone, il faut travailler les infrastructures industrielles, la fibre optique, l'accès, les eaux usées, l'eau potable, l'électrification. Comment il va créer un parc industriel ou lancer l'industrialisation pour faire de la production, pour faire recruter nos jeunes s'il n'a pas ces infrastructures? Le financement, on n'en parle même pas, parce que même si vous avez de grandes entreprises et qui créent des filiales marocaines ici, ils ne peuvent pas avoir le financement. Parce que, là, si Ferrano l'a mentionné tout à l'heure, en termes de garantie, on cherche beaucoup plus à donner de l'argent à des entreprises publiques qui sont garanties d'office par l'État. Et quand vous allez prendre même l'endettement global, il dépasse les 95% du PIB. Pourquoi? Parce que l'État, il garantit les dettes qui sont données aux entreprises publiques et semi-publiques. Il faut qu'on sorte malheureusement de cette moule et qu'on s'ouvre beaucoup plus vers le secteur privé, les start-up, les entreprises industrielles privées qui font partie du groupe international, et d'étudier les business plans de manière objective avec une certaine prise de risque aussi du secteur bancaire pour leur donner du financement. Parce que ce n'est pas normal de lancer des entités dans des zones offshore, des zones d'accélération industrielle, et c'est les grands groupes internationaux qui financent à travers les comptes crédits associés, etc. Et que sans cet endettement extérieur, l'entreprise ne pourra pas faire fonctionner, au lieu, par exemple, d'avoir des crédits d'investissement sur mesure pour la création de l'emploi, pour le lancement des projets, etc. Aussi pour financer la partie énergie renouvelable, le solaire, l'éolien. Parce que si on parle de textile propre, on parle d'énergie renouvelable, il faut accompagner, financer pour pouvoir créer de l'économie verte. On va laisser le mot de la fin à M. Abou Dahab. Monsieur Ferrano. Qui est d'ailleurs son ami. Qui est votre ami, effectivement. Bon, un mot de la fin. Bon, il y a deux choses que je voudrais rajouter et éclaircir. C'est que, premièrement, je n'ai pas dit qu'il faut combattre le monopole. Il y a des économies qui marchent avec des monopoles. Ça veut dire libéraliser, ça ne veut pas dire avoir une concurrence avec un nombre très élevé. Et je pense que le modèle chinois, le modèle allemand, il y a plusieurs modèles qui fonctionnent avec des mastodontes, mais qui sont très productifs. Donc la productivité, c'est une question qu'il faut débattre sur le plan académique et aussi sur le plan de la conception. Qu'est-ce qu'on entend par la productivité? Deuxième élément, le capital humain. Je suis tout à fait d'accord que ces questions de ressources humaines, etc., comme l'a dit mon cher ami Si Youssef, mais je pense que le capital humain, c'est une notion plus large. Ça prend en considération tout ce que nous apprenons durant toute notre vie. Ça veut dire, je trouve pas mal qu'une entreprise, lorsqu'elle veut requalifier ou préparer des gens, qu'il va les ramener à l'étranger pour se former, ça se fait. Et ça ne veut pas dire que vous avez un capital humain qui est très réduit. Maintenant, la question du capital humain, c'est une question qui est encore plus large pour je dirais pour l'économie marocaine. Et là, il faut vraiment faire dissocier les deux concepts. C'est que si on veut avoir de l'innovation et si on veut avoir vraiment des entreprises qui soient concurrentielles, pas uniquement au niveau national, mais au niveau international, il faut que le capital humain soit le producteur du capital physique. Et donc, comme le dit, je pense, le prix Nobel Lucas, dans les années 83, il l'a dit très simplement, c'est que le capital humain, c'est lui qui fabrique le capital physique. Et donc, automatiquement, le capital humain au Maroc, il est très faible, il faut le dire. On est dans une moyenne à peu près, dans l'indicateur international, à 0,48. Donc, on n'est pas à la moyenne du capital humain comparativement à l'international. Et là, il faut faire un effort énorme en matière d'apprentissage. Je ne parle pas d'école, je ne parle pas d'université, je ne parle pas d'éducation, je parle d'apprentissage. Tout au long de la vie, il faut faire un effort colossal pour qu'on puisse arriver à un niveau très élevé en matière de capital humain. Sans ça, on ne pourra pas avoir d'innovation, ni transformer l'innovation en développement et la transformer réellement en création de richesse. Merci. Monsieur Benchkron. Oui, en fait, si les entreprises publiques, si l'investissement public est là pour être un élan précurseur de l'économie et d'investir dans des secteurs nouveaux à haut risque, bien évidemment, c'est quelque chose de très intéressant, à l'instar de ce qui se passe en Asie. Mais par contre, si nous sommes dans une démarche où l'investissement public investit pour s'installer et émettre des barrières d'entrée pour qu'elle garde le monopole, malgré qu'elle a la productivité, ça reste problématique dans le but de gagner en croissance et de création d'emplois et de nous acheminer vers un pays émergent. Merci à vous, Monsieur Mohamed Benchkron. Je rappelle que vous êtes chroniqueur et analyste en géoéconomie à Finance News Hebdo. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé, merci. Merci avec nous également, Monsieur Youssef Graoui Filali. Vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir.
Et puis enfin, pour le mot de la fin, plutôt la fin avec vous, Monsieur Zakaria Fiorano, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci pour votre décryptage de la situation. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.